Bonjour à tous, cela fait maintenant une quinzaine de jours que le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus sont disponibles dans le commerce et cela fait donc autant de temps que je m'amuse avec eux. Après ma prise en main de la dernière fois, le moment est donc venu de passer au vif du sujet et de vous présenter le test des nouveaux flagships de Samsung. Et autant vous prévenir de suite, cette vidéo risque de durer un moment, elle ira effectivement assez loin. Du coup, après être revenu sur le design et l'ergonomie des Galaxy S10, nous aborderons la délicate question de leur écran, de leur processeur, de leur autonomie ou encore de leur modem. Et puis ensuite, on sautera sur la partie photo, vidéo et son pour finalement enchaîner avec toutes les fonctions liées à la nouvelle surcouche embarquée à bord de ces deux appareils One UI. Mais avant de commencer, il est indispensable de préciser que cette vidéo est sponsorisée par RhinoShield, mon nouveau partenaire. Et je tiens d'ailleurs à les remercier car ils sont les premiers à soutenir la chaîne. En outre, et ça c'est vraiment très sympathique de leur part, ils m'ont fait parvenir quelques échantillons spécialement conçus pour le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus, des échantillons sur lesquels nous reviendrons bien entendu un peu plus tard dans le test. Et histoire de dissiper tout malentendu, il est important de préciser que ce partenariat n'aura absolument aucune incidence sur ma liberté de ton. Et pour commencer, nous allons nous pencher sur le design et l'ergonomie des Galaxy S10. Ce n'est un secret pour personne, mais l'année 2018 a été assez compliquée pour la division mobile de Samsung. Si le constructeur a réussi à écouler pas mal d'unités, et en tout cas suffisamment pour conserver sa place de numéro 1 dans le classement des constructeurs en téléphonie mobile, force est de constater que les Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus ont été la cible de vives critiques. Beaucoup lui ont en effet reproché de jouer un peu trop la carte de la sécurité et de ne pas rechercher suffisamment l'innovation. Pour ne rien arranger en face, la concurrence, elle, n'a pas hésité à sortir des téléphones extrêmement originaux. De tête, on pourra citer le Xiaomi Mi Mix 3 qui est un téléphone borderless tout simplement magnifique. On a aussi le Oppo Find X. Et bien entendu, les P30 et P30 Pro qui ont été les tout premiers à embarquer des caméras dorsales composées de 3 capteurs et de 3 optiques. Dans ce contexte, le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus étaient très attendus au tournant, d'autant qu'ils marquent également le 10e anniversaire de la gamme. Alors je l'avais déjà dit dans ma prise en main et même dans mon vlog, mais les Galaxy S10 ont clairement un air de famille avec les Galaxy S9. On retrouve toujours le même boîtier en verre et ce fameux écran incurvé si cher à la marque. Toutefois, il pousse le concept beaucoup plus loin. Les finitions pour commencer sont très qualitatives, que ce soit au niveau du traitement du verre ou de l'armature métallique. Niveau coloris, je vous avoue avoir eu un faible pour le modèle vert qui est tout simplement sublime. Alors oui, c'est vrai, les finitions sont propres, mais les Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus apportent aussi une autre nouveauté de taille, à savoir leur écran. Si Samsung a conservé la traditionnelle dalle AMOLED incurvée, cette dernière s'accompagne de bordures beaucoup plus fines en haut et en bas. Fini l'épais bandeau tant décrié, cette fois on a droit à un design borderless, bien plus actuel et dans l'air du temps. Pour en arriver là, le constructeur a simplement choisi de déplacer la caméra frontale au sein de la dalle. L'écran des Galaxy S10 est donc percé au niveau du coin supérieur droit, avec un trou unique pour le modèle de base et un trou doublé pour la version Plus. Une différence qui s'explique principalement par le fait que ce deuxième modèle est équipé d'une double caméra frontale. Tout comme l'encoche, les écrans à trous ne feront pas encore l'unanimité auprès des consommateurs. En ce qui me concerne, ils ne me gênent absolument pas. En réalité, le trou est moins imposant que l'encoche et on finit par l'oublier assez vite. Cela vaut d'ailleurs aussi pour le Galaxy S10 Plus. Et ce constat, on se le fait pour tous les usages habituels, que ce soit de la consultation simple ou bien du multimédia. Côté ergonomie, les boutons physiques sont toujours placés à la même place. Les deux contrôles du volume et le bouton de Bixby à gauche, le bouton de mise sous tension à droite. Maintenant, Samsung a curieusement choisi de décaler le bouton d'allumage vers le haut de la tranche et il est du coup assez difficile à atteindre. Surtout sur le Galaxy S10 Plus en raison de son gabarit. Et je dois vous avouer que son emplacement m'a pas mal gêné et je n'ai pas réussi à m'y habituer durant ces 15 jours de test. Il y a cependant une toute petite nouveauté de ce côté-là. Cette nouveauté, c'est bien évidemment le lecteur d'empreintes. Il n'est plus placé à l'arrière mais directement intégré à la dalle.
Et attention car Samsung a en plus opté pour un lecteur ultrasonique et donc pour un lecteur censé être plus rapide et plus précis que les lecteurs optiques. Dans les faits, ce n'est cependant pas tout à fait le cas. Enfin oui, mais pas complètement non plus. À l'usage, je l'ai trouvé un peu moins contraignant que les lecteurs optiques, mais il faut toujours se montrer assez précis et donc poser le doigt au bon endroit. On a finalement peu de marge d'erreur. Maintenant, ce qui est très chouette, c'est que ce lecteur fonctionne aussi avec les doigts gras ou humides. Et là, en l'occurrence, on constate vraiment une nette amélioration. Parmi les autres détails qui font plaisir, on a aussi la présence d'une prise casque ou encore la trappe qui est en mesure d'accepter 2 cartes nano SIM ou bien une nano SIM et une micro SD. Il reste maintenant à évoquer la délicate question du gabarit. Si j'ai choisi de demander à Samsung de me prêter le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus, ce n'est pas complètement par hasard. Je voulais également pouvoir comparer ces deux appareils en fonction de leur dalle et de leur encombrement. A l'origine, je pensais être bien plus attiré par le Galaxy S10 Plus, mais cela n'a curieusement pas été le cas. Entendons-nous bien, ce modèle est très abouti et son écran est vraiment idéal lorsqu'on consomme beaucoup de vidéos. Maintenant, pour une utilisation plus quotidienne, les 6,4 pouces de diagonale s'avèrent assez encombrante. Et encore plus dans la mesure où son design borderless ne facilite pas les choses. À moins d'avoir un pouce de géant, il est tout simplement impossible d'atteindre les éléments se trouvant dans le tiers supérieur de l'écran. Du coup, le Galaxy S10 m'a semblé beaucoup plus maniable et beaucoup plus agréable en main. Et sinon, puisqu'on en parle, sachez que les Galaxy S10 sont tous certifiés IP68 et ils sont donc en mesure de résister à la poussière et à l'eau. Les habitués le savent, mais après le design et l'ergonomie, le moment est venu d'aborder la partie un peu plus technique et donc de nous pencher sur l'écran, le processeur, l'autonomie et le modem des Galaxy S10. Lors de mon voyage à Londres, j'avais été vraiment frappé par la qualité des dalles présentes à bord des Galaxy S10 et il faut croire que je n'ai pas été le seul car ces dernières ont également été encensées par DisplayMate et elles ont même récolté le plus gros A+ de toute l'histoire du service. Si les diagonales changent d'un modèle à l'autre, on passe de 6,1 pouces sur le Galaxy S10 à 6,4 pouces sur le Galaxy S10 Plus, la résolution, elle, reste la même et on atteint ainsi les 3040 par 1480. Il sera d'ailleurs possible de la changer à la volée en se rendant dans les options de la plateforme. Et attention car par défaut, les téléphones sont configurés en Full HD. Mais leur définition n'est pas leur seul atout. Les écrans des Galaxy S10 offrent aussi un rendu colorimétrique presque parfait. Ils seront ainsi capables d'afficher une large palette de couleurs. Et attention car l'utilisateur pourra même changer de profil et passer d'un mode vif à un mode naturel. Et dans le premier cas, il sera même en mesure de changer la tonalité générale de la dalle. Rien à dire non plus au niveau de la luminosité, l'écran des Galaxy S10 est bien plus lumineux que celui de la génération précédente et les appareils pourront donc être utilisés en plein soleil sans aucune gêne. Si ces dalles sont bluffantes dans un usage plutôt courant, c'est bien entendu sur le multimédia qu'elles nous en mettent plein les yeux. Regarder un film ou l'épisode d'une série sur les Galaxy S10 est une véritable partie de plaisir. Les couleurs tombent juste, le niveau de détail est époustouflant et il n'y a rien à dire sur la luminosité ou le contraste. Trouver des défauts à ces dalles relève quasiment de l'impossible, mais s'il fallait pénailler, la seule chose que je peux leur reprocher, c'est d'avoir été protégé par une vitre qui n'est pas traitée contre les reflets. Et ça, c'est vrai que sur des écrans incurvés, ça peut s'avérer assez gênant dans certaines situations. Côté puissance, et sans surprise, Samsung s'est tourné vers un Exynos 9820 pour animer ces deux appareils. Le processeur est épaulé par 6 Go de mémoire vive sur ces modèles. Il faut d'ailleurs noter que la version haut de gamme du Galaxy S10 Plus va beaucoup plus loin en embarquant pas moins de 12 Go de mémoire vive. Mais malheureusement, ce n'est pas cette version qui m'a été confiée par Samsung. Sans surprise, les Galaxy S10 sont extrêmement véloces et ils n'ont souffert d'aucun ralentissement pendant ces 2 semaines de test. Peu importe le nombre d'applications ouvertes, le multitâche reste fluide en toutes circonstances et le contraire aurait de toute manière été étonnant compte tenu des possibilités offertes par leur puce. L'Exynos 9820 est fait du même bois que le Snapdragon 855 et il vient donc se positionner sur le haut du panier. Pour aller un peu plus loin, il a bien fallu tester quelques jeux et mon choix s'est logiquement porté sur Fortnite puisque son installeur était préinstallé sur les Galaxy S10. Rien à dire de particulier, le titre tourne aux petits oignons sur les appareils et aucune latence ne s'est faite ressentir même sur les scènes les plus chargées. Et franchement, l'expérience était juste géniale. Et là, on se prend d'ailleurs une deuxième claque grâce à la qualité de la dalle embarquée à bord des appareils.
En revanche, il est important de signaler que par défaut, un vilain bandeau noir apparaîtra sur la gauche au niveau de la zone de notification. Il sera cependant possible de le faire disparaître en se rendant dans les options d'affichage et en activant le mode plein écran pour Fortnite ou n'importe quel autre titre en cours de lecture. Et là on en vient à un point très important, à savoir l'autonomie. Ici, le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus ne font pas jeu égal. Le premier est alimenté par une batterie de 3400 mAh et le second par une batterie de 4100 mAh. Alors il faut bien l'avouer, évaluer l'autonomie d'un téléphone est toujours délicat parce que tout dépend finalement de la façon dont on l'utilise. Du coup, j'ai préféré passer par un utilitaire de benchmarking pour évaluer l'autonomie de ces deux appareils et je me suis donc appuyé sur PCMark et plus précisément sur le test consacré à l'analyse de la capacité de la batterie. Le Galaxy S10 de son côté a tenu 7h27 exactement. Quant au Galaxy S10 Plus, il a été un petit peu plus loin en atteignant 8h29. Il est d'ailleurs important de signaler que ce benchmark simule des usages réels qui vont autant de la consultation web à la bureautique en passant bien entendu par le multimédia et les jeux. L'écran, la puissance et l'autonomie ne font pas tout, le modem a aussi un rôle important à jouer et encore plus à l'heure où Internet est omniprésent dans nos vies. J'ai donc fait tourner NPerf sur les deux appareils pour évaluer un petit peu leur débit. Le Galaxy S10 a obtenu une moyenne de 32 Mbps par seconde en réception et de 8 Mbps par seconde en émission, avec une latence de 26 millisecondes. Côté score, on atteint les 85% en navigation et les 94% en vidéo, avec un score total de 75 500 points. Le tout, bien entendu, a été testé avec mon abonnement Soch et depuis la banlieue parisienne. Par acquis de conscience, et même si les deux appareils sont très proches l'un de l'autre, j'ai lancé exactement le même test sur le Galaxy S10 Plus, toujours avec le même abonnement et toujours depuis le même endroit. Je vais être très franc avec vous, je pensais que j'allais perdre mon temps, mais curieusement, ce n'a pas été le cas du tout. En réalité, le Galaxy S10 Plus a obtenu de meilleurs résultats que son camarade, le Galaxy S10. Sur la version Plus, on a atteint les 90 Mbps par seconde en réception et les 16 Mbps par seconde en émission, avec une latence de 26 millisecondes. Niveau score, on est sur du 86% en navigation et du 94% en vidéo, avec un score total de 105 000 points environ. Et j'avoue être très surpris par ce décalage, je ne sais pas s'ils ont un rapport avec le modèle ou bien avec la série. Alors bien sûr, j'ai essayé de pousser un peu plus loin mes investigations, j'ai fait tourner Droid Hardware Info pour avoir toutes les infos relatives à la configuration de ces deux appareils, mais je n'ai pas trouvé de différence probante. Du coup, le mystère reste entier. Samsung a longtemps trusté les premières places du classement de DxOMark Mobile, mais l'hégémonie du constructeur coréen a été mise à mal par l'adversaire chinois et notamment par Huawei. Le Galaxy S10 Plus ne semble d'ailleurs pas déroger à la règle puisque ce modèle a obtenu le score de 109 points chez DxOMark Mobile et donc un score identique à celui du P20 Pro et du Mate 20 Pro. Mais dans les faits, que vaut le capteur du Galaxy S10 et du Galaxy S10 Plus? Le moment est justement venu de nous pencher sur cette délicate question. Le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus marquent une rupture dans la gamme. Ils sont en effet équipés d'un tout nouveau module photo dorsal regroupant 3 optiques et 3 capteurs. L'architecture de la pièce est assez proche de celle du Mate 20 Pro. De gauche à droite, on retrouve donc un capteur de 12 millions de pixels surmonté d'un zoom optique 2 fois, un capteur de 12 millions de pixels surmonté d'un grand angle et un capteur de 16 millions de pixels surmonté d'un ultra grand angle. A noter que le capteur du milieu est surmonté d'une optique à ouverture variable, une ouverture qui est comprise entre 1.5 et 2.4. Cette configuration a un avantage certain comparé à la concurrence. En conditions de forte luminosité, l'optique du grand angle se calera à 2.4 afin de récupérer un maximum de détails sur la scène photographiée. En revanche, lorsque la lumière commencera à manquer, elle basculera sur 1.5 afin de compenser le manque de luminosité ambiante, ce qui lui évitera bien entendu d'augmenter la vitesse ou pire la sensibilité. Il faut d'ailleurs noter que cette optique à ouverture variable n'est pas une nouveauté, on la retrouve déjà sur le Galaxy S9, sur le Galaxy S9 Plus et sur le Galaxy Note 9. Et en réalité, elle a été introduite
par le W2018 qui était le téléphone à clapet haut de gamme présenté par Samsung entre fin 2017 et début 2018 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Reste que les Galaxy S10 sont très capables. Lorsque la lumière répond à l'appel, ces derniers peuvent produire des clichés très piqués et donc très nets. La colorimétrie tombe juste et les couleurs ne sont pas trop saturées. La dynamique m'a beaucoup impressionné aussi, notamment sur les hautes lumières. Sur cette photo, par exemple, on voit bien toutes les nuances du ciel et les nombreux nuages gris qu'il comporte. L'image est très nuancée et c'est plutôt impressionnant d'un point de vue technique sur des capteurs aussi petits. Mais l'avantage principal de cette nouvelle architecture, c'est bien entendu sa versatilité. L'application nous permettra de passer rapidement d'un grand angle à un ultra grand angle ou à un téléobjectif et nous aurons du coup beaucoup plus de flexibilité en termes de composition, puisque nous n'aurons pas à nous déplacer physiquement pour aller chercher notre sujet. En revanche, et malgré ce que peut dire Samsung sur son site, l'ultra grand angle est sujet à des déformations sur les bords des photos. Alors c'est vrai, le traitement logiciel est très impressionnant, mais il ne parvient pas à régler tous les problèmes, et c'est finalement assez logique puisqu'il en va de même pour la plupart des ultra grands angles, en dehors bien entendu des optiques d'exception. Lorsque la lumière baisse, les Galaxy S10 sont un peu moins à l'aise. Enfin, en réalité, ça dépend vraiment du capteur utilisé. Sans surprise, c'est en effet celui qui est placé sous le grand angle à ouverture variable qui s'en sortira le mieux. Les images produites par son entremise resteront relativement nettes, avec une belle sensation de profondeur de champ induite par l'ouverture à 1.5. En revanche, sur le grand angle et le téléobjectif, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on se retrouvera avec des images assez bruitées en raison de l'augmentation de la sensibilité. La seule solution pour limiter les dégâts sera donc de passer en mode pro et de baisser manuellement la sensibilité, ce qui aura pour effet de produire des images plus nettes mais légèrement sous-exposées. Alors c'est vrai, les capteurs de téléphone sont limités par leur taille, mais je vous avoue que je m'attendais un petit peu mieux de ce côté-là. Comme la plupart des constructeurs à présent, Samsung propose un mode portrait sur ses Galaxy S10 et ce dernier est franchement très efficace. En outre, et c'est le petit truc en plus, l'utilisateur pourra même décider du type de flou à appliquer à l'image. Il aura ainsi le choix entre un flou simple, un flou circulaire, un flou de vitesse ou un flou monochrome. Alors c'est vrai, ça fait beaucoup de choix, mais c'est à mon sens ce qui fait tout l'intérêt des Galaxy S10. Entre les différentes longueurs focales proposées et ce type d'option, les photographes auront une variété d'outils assez impressionnante, assez importante pour laisser s'exprimer leur imagination et leur fibre artistique. Bon, et pour la vidéo alors? Sans surprise, le piqué est très bon en plein jour avec une colorimétrie correspondant plutôt bien à la réalité des faits et une belle dynamique. La stabilisation m'a aussi pas mal soufflé, du moins lorsque l'enregistrement en 4K est activé. C'est un avis complètement empirique, mais je pense que les Galaxy S10 proposent l'une des meilleures stabilisations du marché. L'autofocus est plutôt rapide, mais il a un comportement assez étrange. Lorsque la mise au point change, il y a comme un effet de pompage très rapide, mais aussi très gênant. Je ne pense cependant pas que ce soit un défaut matériel, il y a donc de très fortes chances que ce soit corrigé rapidement par le biais d'une mise à jour. Et d'ailleurs, sachez que le problème survient surtout lorsque vous filmez en 1080p, le souci ne se pose pas en 4K. Alors Samsung a beaucoup communiqué sur les caméras frontales de ses téléphones durant la présentation des Galaxy S10, et si le constructeur l'a fait, ce n'est pas uniquement parce qu'elles sont intégrées à l'écran. En réalité, elles apportent aussi pas mal d'améliorations. Pour commencer, le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus sont tous les deux capables de filmer en 4K avec leur caméra frontale, et ils peuvent ainsi sortir des vidéos en 3840 par 2160. Et pour moi, ça c'est vraiment un détail important, car cela veut aussi dire que grâce à ces deux téléphones, vous pourrez tourner des vlogs en 4K. Et ça, franchement, c'est assez rare par les temps qui courent. En revanche, la stabilisation laisse franchement à désirer et vous aurez donc impérativement besoin d'un gimbal. Et le moment est désormais venu d'évoquer la partie sonore. Le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus sont identiques sur ce terrain et ils sont donc tous les deux dotés de deux haut-parleurs respectivement situés au-dessus de l'écran et sur la tranche inférieure. Si l'intention est bonne, le résultat laisse malheureusement un peu à désirer. La spatialisation pour commencer est perfectible dans la mesure où les deux haut-parleurs ne sont pas orientés dans la même direction. Ensuite, le son produit manque de relief et il a tendance à saturer dès que l'on pousse un peu le volume sonore. Si vous avez suivi avec attention tout ce que je viens de vous dire, félicitations, vous savez que les Galaxy S10 conservent la prise casque. Je l'ai testé avec mon casque Bose et le résultat est franchement des plus corrects, ce qui ne surprendra bien entendu personne vu les nombreuses qualités de la marque.
En revanche, côté puissance, je m'attendais à beaucoup mieux. Il faudra vraiment pousser le volume sonore pour rentrer dans la musique. D'ailleurs, faites très attention car vos oreilles sont fragiles et il vaudra mieux éviter de les exposer trop longtemps à des sons très forts. Et voilà, c'était le message d'intérêt public du jour. Je l'ai dit au début, mais la réalisation de cette vidéo a été rendue possible grâce à mon nouveau partenaire, Rhinoshield. Et justement, l'accessoiriste m'a fait parvenir quelques échantillons de sa nouvelle collection, une collection qui se destine entièrement au Galaxy S10 et au Galaxy S10 Plus. Car en effet, Rhinoshield destine plusieurs produits au nouveau flagship de Samsung. Les plus précautionneux pourront ainsi se tourner vers la Solid Suite, une coque de protection intégrale certifiée 1000 STD 810G, une coque qui sera donc capable de résister aux chutes et aux chocs les plus violents. Elle est en plus dispo en plusieurs finitions différentes et vous pourrez la trouver en noir classique, en cuir ou en fibre de carbone. C'est la première variante que Rhinoshield m'a fait parvenir. Le look est vraiment sympa et l'intérieur de la coque est recouvert d'alvéoles afin d'amortir les éventuels chocs. Si vous préférez les coques un peu plus discrètes, un peu plus passe-partout, alors vous pourrez vous tourner vers la Crash Guard, un bumper renforcé certifié lui aussi 1000 STD 910G et proposé cette fois en noir, en blanc ou en rose. Ce bumper n'aura qu'un seul objectif, à savoir protéger les coins et les tranches de votre téléphone pour éviter que la moindre chute n'ait raison de son écran ou de son boîtier. Plusieurs autres produits sont aussi prévus, des produits parmi lesquels nous trouverons notamment des films protecteurs. Et attention car ces derniers seront compatibles avec le lecteur ultrasonique des Galaxy S10 et ils s'étendront en plus jusqu'au bord de leur écran. Et puis bien sûr, Rhinoshield commercialisera très prochainement des adaptateurs pour ses objectifs. Ces objectifs ont principalement pour but de vous permettre de modifier la longueur focale de l'optique de votre téléphone. Livrés dans un packaging très soigné, ils bénéficient d'une conception haut de gamme avec un corps en métal brossé et une conception modulaire très pratique. En effet, les objectifs vendus par Rhinoshield se composent de deux parties différentes. Lorsque ces dernières sont assemblées, ils vous permettront de profiter d'un ultra grand angle. Mais si vous dévissez la partie supérieure, alors vous vous retrouverez avec une optique de type macro. Perso, j'utilise souvent un de ces objectifs avec mon Pixel 3 XL et ça me permet d'avoir beaucoup plus de souplesse au niveau de mes compositions. Et l'optique macro est franchement redoutable. Samsung a présenté en fin d'année dernière une nouvelle surcouche plus sobre, plus minimaliste et surtout plus intelligente, One UI. Sans surprise, les Galaxy S10 sont tous livrés avec cette surcouche et il était donc impossible de ne pas en parler. À première vue, rien ne change. Enfin, rien qui saute aux yeux en tout cas. Les icônes et les widgets sont toujours répartis sur plusieurs écrans d'accueil et le drawer est accessible d'un simple balayage du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Attention cependant à ne pas partir de la bordure inférieure du terminal lorsque vous ferez ce geste, car sinon c'est Samsung Pay qui s'activera. L'ensemble est très fluide et répond au quart de tour. Samsung n'a pas cherché à faire dans le gadget et c'est une bonne chose si vous voulez mon avis. Ce choc de simplicité, on le ressent aussi au niveau des options de la plateforme. Elles sont beaucoup mieux rangées et on trouvera du même coup beaucoup plus facilement ce que l'on cherche. Même chose du côté des applications natives. Samsung a eu l'intelligence de placer les boutons et les éléments interactifs dans la partie du bas afin de les rendre beaucoup plus accessibles. Grâce à ce stratagème, il sera donc possible de piloter les applications de la marque du bout du pouce sans avoir besoin de sa deuxième main. Et c'est notamment valable pour l'application photo. Les modes ne sont plus en haut mais en bas. Il sera du coup beaucoup plus facile de passer de l'un à l'autre. En revanche, certaines options resteront placées en haut, dans un bandeau qui leur sera spécialement dédié. Samsung a aussi intégré un mode nuit et ce dernier est vraiment très agréable, d'autant qu'il s'étend au centre de notifications et aux applications natives. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que vous pouvez configurer les heures auxquelles il s'activera ou le laisser actif en permanence. On a évidemment le choix au niveau de la navigation et on pourra opter pour la barre de raccourci tactile ou les gestes. Ces derniers ne sont en revanche pas très agréables. En réalité, le mouvement reste le même à chaque fois et il consistera à effectuer un balayage du bas vers le haut. Tout dépendra donc de l'endroit où vous le faites. Un balayage de ce type à partir de la zone située la plus à gauche aura pour effet de vous faire revenir sur l'écran précédent. Pour afficher l'écran d'accueil, il faudra le faire à partir du milieu.
La zone de droite est dédiée quant à elle au multitâche. Parlons maintenant de biométrie et de sécurité, des mots qui ne vont pas toujours ensemble lorsqu'il est question des Galaxy S10. L'usager a le choix entre plusieurs formules. Le lecteur d'empreintes, on l'a vu, fonctionne très bien, il offre de bons résultats la plupart du temps, même avec des doigts humides ou gras. Je l'ai d'ailleurs trouvé vraiment plus performant que les lecteurs optiques classiques. Et puis, il y a la reconnaissance faciale, et là en revanche, le bilan est loin d'être positif. Le problème, c'est qu'elle est très facile à tromper. Et sur le Galaxy S10, il suffira de placer une photo de vous devant la caméra frontale du téléphone pour tromper le système, que vous ayez opté pour la reconnaissance rapide ou pas d'ailleurs. Étonnamment, le Galaxy S10 Plus s'en sort un peu mieux et je n'ai pas réussi à le tromper malgré toutes mes tentatives. Il semblerait donc que le système intégré fasse bien appel aux deux caméras frontales, ce qui permet d'obtenir une image en 3 dimensions du visage. C'est en tout cas la conclusion à laquelle je suis venu après ces 2 semaines de test. Et c'est ce qui m'avait aussi été confirmé plus ou moins à demi-mot par un représentant de Samsung lors de mon séjour à Londres. Et on en vient donc à la conclusion de ce test. Un test qui a été un petit peu long et vraiment je m'excuse de vous avoir accaparé aussi longtemps. Maintenant j'avais énormément de choses à dire au sujet des Galaxy S10 et je pouvais pas faire de coupe, c'était pas possible pour moi. Alors niveau design, rien à dire, Samsung a transcendé la gamme avec un nouveau format qui est beaucoup plus actuel, beaucoup plus moderne, beaucoup plus aérien. L'écran est juste magnifique, c'est un véritable petit bijou et le processeur vous donnera toute la puissance que vous êtes en droit d'attendre d'un téléphone haut de gamme. L'autonomie m'a un peu laissé sur ma faim en revanche, notamment sur le Galaxy S10 Plus. Je m'attendais à beaucoup mieux de ce côté-là et j'espère que les prochains correctifs permettront d'améliorer la situation. Côté photo, j'aime beaucoup la flexibilité du module, c'est vrai, mais je trouve tout de même qu'on n'est pas sur une configuration qui est tout à fait équitable. En réalité, le capteur qui fonctionne le mieux, qui obtiendra de meilleurs résultats, c'est le grand angle, parce que c'est le seul à être couronné d'une optique à ouverture variable. J'aurais vraiment aimé retrouver une optique similaire au-dessus de l'ultra grand angle, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Quant au téléobjectif, s'il donnera de bons résultats dans une ambiance lumineuse correcte, il montrera rapidement ses limites en basse luminosité. La plateforme, j'accroche vraiment beaucoup, elle est fluide, elle est légère, elle est simple, minimaliste. Samsung a fait un gros travail de simplification et vraiment, c'est une bonne chose. Après, au niveau des fonctions, j'ai été très déçu par la biométrie. Alors c'est vrai, Samsung a fait le choix de conserver le lecteur d'empreintes et de miser tout dessus. Mais voilà, la reconnaissance faciale, c'est quand même très pratique aujourd'hui. Sur l'iPhone, par exemple, il suffit d'un balayage pour automatiquement s'identifier et accéder au contenu de son téléphone. Là, il faudra penser à placer son doigt sur l'écran. Voilà, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi évident, c'est pas aussi transparent, si je puis dire. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et vraiment, c'est génial. On a une communauté qui est en train de se créer et ça me fait vraiment très plaisir. Je tiens également à remercier RhinoShield, mon premier partenaire, le premier en tout cas à me faire confiance pour ma chaîne. Ça m'a vraiment permis de me libérer du temps pour réaliser cette vidéo et pour aller donc au fond des choses. Et du coup, si vous cherchez une coque capable de protéger votre précieux téléphone, maintenant vous savez où aller. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!